Alain Nicolas, psychiatre, spécialiste du sommeil, chronobiologiste, formateur, qui va nous parler aujourd'hui des troubles du rythme veille-sommeil. Je vais essayer de me replacer entre les micros. Je suis beaucoup plus petit que Claude, donc j'espère que vous m'entendez. J'ai repéré un ou deux qui dormaient, je ne les dénoncerai pas, mais bon, il va falloir que ça cesse, tout ça. Donc alors, après toute la présentation que vient nous faire Claude sur ces mécanismes, ces superbes mécanismes très bien huilés de fonctionnement, eh bien moi je vais vous montrer on va parler de quand ça ne marche plus. Donc on va voir tout ce qui est troubles du rythme veille-sommeil, donc une sorte d'échantillonnage parce qu'effectivement on a un temps un petit peu limité, on ne pourra pas parler de tout, et je parlais notamment pas des troubles du rythme veille-sommeil dans le travail posté, puisque ce sera Damien qui va nous parler de ça. Alors moi je vais vous parler de décalage, donc ce qu'on appelle, alors d'abord je vais vous les citer et après on verra, on va les déterminer beaucoup plus précisément. Alors d'un côté, syndrome de retard de phase, donc ils sont des gens qui se décalent progressivement, qui vont être décalés vers le soir. Syndrome d'avance de phase, qui est un peu plus rare, qui est dans l'autre sens. Des gens qui vont décaler complètement comme s'ils étaient dans des grottes, c'est particulièrement rare. Et des cycles veille-sommeil irréguliers. Alors on ne parle pas donc, comme je vous disais, des perturbations liées au décalage horaire ni du travail posté. Alors le travail posté, parce qu'on va en parler, les perturbations dues au jet lag, parce que moi j'ai du mal à penser que c'est une vraie pathologie, si on peut dire, et d'autre part on n'a pas vraiment de solution. Tout à l'heure quelqu'un d'entre vous parlait des personnels navigants. Malheureusement les personnels navigants, moi j'ai pas de solution à leur proposer. Je veux dire, ils sont dans ils peuvent tolérer plus ou moins les choses, mais quand ils le tolèrent plus, c'est fini, on peut pas les recadrer, ils changent trop souvent, et surtout ils ne peuvent pas conserver un rythme régulier parce que ce qui les intéresse dans leur métier, c'est justement de pouvoir profiter des escales et de faire des choses comme ça. Et donc, si on leur dit, vous gardez l'horaire du port d'attache. Alors, le rythme veille-sommeil, le calage normal, si on peut dire, alors je ne dis pas que c'est celui qu'il faut rechercher, mais c'est celui qu'on considère comme étant classique. C'est un coucher à 23h, un lever à 7h. Bon, donc, vous avez vu que là, on n'est vraiment pas dans la normalité. Donc les avances de phase, c'est des gens qui vont se coucher beaucoup plus tôt et qui vont se lever beaucoup plus tôt. Donc on considère que c'est des gens qui vont se lever avant, donc, un décalage de plus de 2 heures, 3 heures, si on peut dire, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher avant 20 heures et se lever avant 4 heures entre 4 heures et 5 heures du matin. Et les roteurs de phase dans l'autre sens, c'est des gens qui vont se coucher donc après 2 heures du matin et se lever après 9 heures du matin. Donc vous voyez les différents éléments, enfin j'arrive à trouver la souris, voilà c'est ça, donc les avances de phase ici, les retards de phase ici, et les rythmes différents de 24 heures, et qui sont des rythmes qui se décalent, alors donc c'est des pathologies relativement exceptionnelles, et comme je vous dis, ça ressemble beaucoup à ce que Claude vous a montré tout à l'heure pour donc le rythme de Michel Siffre, qui était dans sa grotte, avec comme ça complètement une indépendance par rapport au rythme astronomique. Alors ça, c'est un schéma que vous a déjà montré Sylvie pour montrer un petit peu la répartition des gens. Ça, c'est encore, on reste dans la normalité. C'est pas une pathologie, et on va avoir des gens qui ont une tendance à être plutôt du soir, plutôt du matin, ou alors vraiment du soir ou vraiment du matin. Et donc on voit que la grande majorité de la population est intermédiaire. Donc ça va être des gens qui sont effectivement calés sur à peu près 23h, 7h, et les autres vont être décalés plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, mais de manière assez limite. C'est-à-dire qu'en fait, les gens du soir vont, eux, donc se coucher entre, comme je disais, 2 heures plus tard, donc entre 1h du matin, aux environs entre 23h et 1h du matin, et se lever, par contre, entre 7h et 9h, donc ça reste encore correct. Et les gens du matin, eux, vont plutôt se coucher entre 21h et 23h, et se lever entre 5h et 7h, avec, du coup, un décalage relatif. Alors, ces choses-là, pour savoir si on est du matin ou du soir, donc on a des moyens de les calculer. Et donc on a un questionnaire qui est assez compliqué, qui est assez complexe, mais qui est encore une des références, qui est que le questionnaire de typologie circadienne de Horner-Herzberg, qui commence à avoir un certain temps, alors qui est relativement long à passer, donc il y a 3 pages comme ça. Et donc on s'est dit que vu le niveau de vigilance que vous pouviez avoir à cette heure-là, on ne va pas vous imposer ce genre de choses. Et heureusement, grâce à 2 chercheuses espagnoles, donc on a une version réduite de la chose en 5 questions. Donc on va vous faire passer ce questionnaire là pour savoir si vous êtes du matin ou du soir, rapidement. Donc là, ce que je vous propose, c'est donc de noter
vos réponses à chacune de ces questions-là. Alors, vous prenez votre temps tranquille, vous le lisez pour être sûr d'avoir bien intégré la question, et donc vous attribuez par exemple 5 points si vous êtes plutôt de la réponse A, jusqu'à 1 point si vous êtes plutôt de la réponse E. Alors j'espère que vous avez vos petits stylos et notés là, parce qu'il y a 5 questions, ça devrait être bon, après il faudra faire une petite addition. Je peux y aller? Et il n'y en a plus qu'une, donc ça devrait être bon là. Voilà. Après, vous faites une petite addition, vous vérifiez 2 fois, et vous vous autoclassez. Après, donc, là, vous faites votre petite addition, et on va passer un petit truc, vous pourrez voter pour savoir à peu près quelle est la proportion de la population qui est donc du matin, du soir, enfin un petit peu, pas trop, passionnément, à la folie. Ça va, vous avez vérifié vos comptes, c'est bon? Bon, je pense qu'on peut nous passer la diapo là, donc, où je vois que ça monte beaucoup moins vite que les autres fois. Hein. Bon, j'espère que le modérateur sera clément avec moi pour les horaires, parce que là, bon... Ah, je crois que c'est bloqué à 37, on a perdu quelques-uns, alors je crois que c'est le groupe de sieste, soit ceux qui n'ont pas eu le temps de calculer. On les rajoutera au chronotype du soir, hein, donc les extrêmes du soir, je pense. Là. Bon, je pense que c'est bon, là, on peut essayer d'afficher le score. Alors, oups là. Ben oui, oh, ben c'est pas mal. Hein. Donc, la représente le 1%, peut-être que c'est le même, donc qui effectivement, lui, il fait... Enfin, le ou la même, ça j'en sais rien, mais bon, donc là, effectivement, il doit beaucoup souffrir aujourd'hui. Hein. Mais effectivement, donc la répartition est un peu bonne, et c'est ce qu'on pensait avoir effectivement un peu plus de gens du matin, évidemment, puisque c'est ceux qui ont pu se faire violence pour arriver ici à 5 h du matin. C'était un petit peu le résultat attendu, n'est-ce pas, Eric? Hein, donc voilà. Donc effectivement, pour vous montrer qu'effectivement ce chronotype là, donc c'est quelque chose, vous avez vu, donc qui est assez réparti, et quand on le fait dans une population de tous âges, on a quelque chose comme ça qui est réparti avec une grande quantité d'intermédiaires et à peu près pareil de chaque côté. Bon, dans ce cas-là, on avait un peu plus de gens du matin. On l'aurait fait par exemple dans une école militaire, vous auriez vu la quantité de gens du matin, ça aurait été fantastique. Hein. Et donc effectivement, c'est un petit peu souvent sélectionné par la population. Mais alors, une chose qui est importante, c'est la variation avec l'âge, parce qu'on est au soit du matin, soit du soir, mais quand même, on ne va pas le rester comme ça complètement toute la vie. On va garder toujours cette tendance-là, mais ça évolue avec le temps. Alors, on sait que les enfants petits, donc avant 10 ans, sont toujours du matin, et souvent très très du matin, ce qui est très dur pour nous, parce qu'ils sont aussi du matin le week-end. Tous ceux qui ont des enfants petits savent qu'effectivement, à 6 h ou 7 h du matin le week-end, il ne faut pas compter pour pouvoir aller plus loin. Et après, petit à petit, ils viennent de plus en plus vespéraux, donc on a une vespéralisation des adolescents et des jeunes adultes. Alors vous savez que l'adolescence, on sait quand ça commence, on ne sait pas bien quand ça finit. Donc les jeunes adultes, c'est parfois des adultes franchement adultes, donc on a franchement des gens qui restent assez vespéraux. Et à partir du moment où on a fini plus ou moins l'adolescence, et alors là effectivement, donc on ne fait pas de commentaires là-dessus, on a tendance à plutôt continuer à devenir matinaux. Il y a une matinalisation progressive, et on va avoir chez les gens de plus de 65 ans une grande partie de la population qui va se coucher avant 22 h et qui va se lever avant 6 h du matin. Et alors bon, même si on ne prend pas à partir de 65 ans, si on prend dans la population de gens qui travaillent encore dans la deuxième partie de leur vie, on voit ici, vous voyez, c'est une étude qui a été faite en Nouvelle-Zélande chez des gens entre 30 et 49 ans, et au lieu d'avoir une répartition un peu gaussienne avec un maximum en intermédiaire et une répartition bien au milieu comme ça, comme on aurait dû avoir, on a un décalage vers le matin, et donc vers une population de gens qui sont encore en activité professionnelle. Et donc, comme vous le dira certainement Damien tout à l'heure, eh bien, pour être bien adapté au travail de nuit, par exemple, il vaut mieux être du soir. Et donc, quand vous êtes du soir et que vous êtes jeune, vous êtes bien vous arrivez à travailler de nuit, et puis après, vous ne restez pas jeune tout le temps, et malheureusement, donc ça, c'est un truc qui a tendance à disparaître. Et donc, avec l'âge, on devient de plus en plus du matin, et donc, on va être de moins en moins adapté au travail de nuit. Et donc, dans la population de vos patients, quand vous êtes médecin du travail, de patients vieillissants, si on peut dire, de travailleurs vieillissants, on va avoir non seulement des gens qui vont avoir une longue expérience du travail de nuit, donc peut-être une fatigue accumulée, une pénibilité accumulée, mais surtout des gens qui, du fait de leur chronotype qui a varié, sont plus du tout adaptés à travailler la nuit. Et on va avoir beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à terminer leur carrière dans ce type de poste. Alors ça, c'est la même diapo que vous a montré Claude tout à l'heure, mais c'est important de le répéter parce que on s'en sert donc sur le plan thérapeutique, et notamment nous on utilise beaucoup la lumière pour traiter les troubles du rythme veille-sommeil, et donc pour redire qu'effectivement quand on va exposer les gens à la lumière, à une lumière intense le soir, on va leur décaler
leur horloge et leur donner un retard de phase. Et ce qu'on a, par exemple, sans faire exprès avec les adolescents qui utilisent énormément les écrans et pendant longtemps le soir, ils vont s'induire un retard de phase. Alors déjà, ils ont tendance à avoir un retard par rapport à la population générale. Là, ils vont le booster au maximum. Et donc, effectivement, si vous aviez déjà tendance à vous coucher à 1h du matin quand vous avez 17 ou 18 ans, eh bien, si vous vous collez devant un écran, eh bien, ce ne sera plus 1h ou 2h du matin, ce sera 4h ou 5h du matin. Et là, vous avez un syndrome de retard de phase, vraiment. Inversement, si vous êtes exposé à la lumière le matin, vous allez induire donc une avance de l'horloge, et donc au contraire, là on va s'en servir au niveau thérapeutique, notamment pour les gens qui sont trop décalés, et on va les exposer à la lumière le matin pour les recaler. Mais comme je disais tout à l'heure, pour les problèmes des travailleurs, donc des gens qui travaillent en personnel navigant, eh bien il faut un certain temps pour recaler les gens, et c'est pas donc un jour on va les exposer le soir, un jour on va les exposer l'après-midi, un jour on va les exposer le matin. On ne peut pas se permettre de faire ça, il faut plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines pour recaler correctement un rythme. Alors on va parler du trouble du rythme veille-sommeil le plus fréquent, donc qui s'appelle le syndrome de retard de phase. Et donc ça c'est quelque chose qui existe depuis relativement longtemps, mais pas tellement longtemps. La description, vous voyez, donc est du début des années 80. C'est pas quelque chose qui est connu depuis très très longtemps. Alors le plus efficace pour détecter un syndrome de retard de phase, parce que les gens ne viennent pas bonjour, je crois que j'ai un syndrome de retard de phase, c'est assez rare en consultation. Ils viennent souvent pour des troubles de l'endormissement, et souvent d'ailleurs c'est les parents qui vous amènent l'adolescent souvent un petit peu le tirant par les cheveux, et donc elle disant voilà, ils n'arrivent plus à se dormir le soir, donc alors il est anxieux, il veut plus aller à l'école, et ainsi de suite, et donc ils vous disent pas du tout qu'il est en retard. Alors donc là c'est pas un adolescent, c'est un adulte là on lui fait faire son agenda de sommeil, et comme toujours dans le domaine des troubles du sommeil, l'agenda de sommeil est peut-être l'outil qui a le meilleur rapport bénéfice-coût. Je veux dire, c'est très très peu cher et c'est très très efficace. Alors moi j'ai une tendance à faire des agendas de sommeil très prolongés. Sylvie elle dit toujours qu'il suffit de 15 jours, donc moi j'ai tendance à vouloir un peu plus de temps. Et là donc on a quelqu'un où on a pu faire sur suffisamment longtemps, donc un petit mois, et donc les parties en rouge c'est les parties où il travaille, les parties en vert c'est les parties où il ne travaille pas évidemment. Et vous voyez donc ce monsieur-là dit, alors lui il venait même pas pour un trouble de l'endormissement, il venait pour une mauvaise qualité de sommeil, il était fatigué dans la journée, donc parce que il trouvait que son sommeil n'était pas récupérateur. Donc il arrivait à se coucher comme ça vers 23h, 22h30 le soir, avec un sommeil qui venait relativement vite, mais pour aller travailler, donc il devait se lever tous les jours à 6h du matin. Et dès qu'il est en repos, on voit que le décalage se fait très rapidement. Il se couche vers 2h du matin, au début de manière un peu irrégulière, mais après on voit que dès la deuxième semaine de vacances c'est très régulier. Et puis donc effectivement son réveil va se stabiliser progressivement aux environs de 10h, 10h30. Alors déjà c'est un assez bon dormeur, c'est un peu dire, c'est un sujet jeune. Et donc en fait son rythme lui c'est 2h, 10h. Alors, est-ce que c'est une pathologie ? Oui, parce que ça ne va pas du tout avec les horaires de travail. S'il travaillait dans un restaurant ou dans une boîte de nuit, ça ne poserait aucun problème. Et d'ailleurs, souvent, on a des gens de ce type-là qui vont avoir des problèmes seulement quand ils sont en problème de trouver du travail, et qui trouvent du travail que quand il faut commencer très tôt. Ce garçon-là, si on doit le faire travailler sur un marché aux fleurs, c'est la catastrophe. Il dormira 2 heures ou 3 heures par nuit. Donc effectivement, donc c'est quelque chose qui est un trouble du rythme veille-sommeil, si on peut dire. Pour moi, c'est une personnalité particulière. Moi, j'aurais tendance à adorer faire ça. 2 heures, 10 heures, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Mais bon, on ne peut pas le faire. Donc c'est très très difficile d'avoir un travail avec ça. Donc vous voyez, donc pas très compliqué de faire le diagnostic. Surtout qu'il faut juste commencer à poser des questions. Est-ce qu'il y a aussi des difficultés à se lever le matin ? C'est vraiment de loin le plus fréquent des troubles du rythme veille-sommeil. Donc dans la population générale, vous voyez, c'est 0,13 à 0,17%, c'est pas énorme, si on peut dire. Mais chez les adolescents, c'est 7 à 16% des adolescents, donc c'est beaucoup. Et ça va entraîner des impacts très importants, notamment sur des impacts sur la déscolarisation, parce que quand vous vous couchez à 5h du matin et que vous vous levez aux environs de 13-14 heures, c'est certainement très difficile d'aller au lycée le matin, et des lycéens à mi-temps, ça se fait pas. Donc voilà. Donc du coup, ils se sont tous virés, les pauvres, et donc du coup, on a un gros problème à ce niveau-là. Donc, vous voyez, donc les horaires de sommeil sont repartis. Donc les plus petits joueurs se couchent à 2h du matin, mais les autres sont entre 5h et 6h du matin. Et 10-13 heures, c'est tout à fait classique. Alors vous imaginez tout le décalage, évidemment, sur les rythmes alimentaires, sur les rythmes sociaux, qui sont tout à fait difficiles. Alors, le diagnostic, effectivement, au départ, est à faire de différentiel avec une insomnie d'endormissement, avec une anxiété, évidemment, parce qu'ils ont évidemment des difficultés à s'endormir quand on les couche à 22h. Couché à 22h, lui, ils n'ont pas sommeil avant 2h du matin. Je dirais que pour quelqu'un qui a un retard de phase comme ça, plus on le couche tôt, plus il va s'endormir encore plus tard. Parce qu'il s'énerve, il tourne, et donc il va commencer à se retrouver vraiment très énervé.
Et par contre, effectivement, on va avoir des réveils très difficiles. Alors quand je dis difficile, vraiment extrêmement difficile, hein, c'est-à-dire donc il faut une dizaine de réveils, plusieurs personnes, des outils que je n'ose même pas imaginer pour les faire réveiller le matin. Donc c'est déjà des gens qui ont un type vespéral. C'est pour ça qu'on le trouve beaucoup chez l'adolescent et l'adulte jeune, assez beaucoup moins hein, chez l'adulte plus vieux, si on peut dire. Quand on dit 7 à 16%, par exemple, nous dans les services de pédopsychiatrie, donc on a pratiquement la moitié des adolescents hospitalisés qui ont un retard de phase. Hein. Donc là, quoi qu'il arrive. Alors, pas dire que c'est effectivement toujours relié à une psychopathologie, mais quand vous avez une dépression, une pathologie psychiatrique chez un adolescent, on a dans une grande majorité des cas un décalage du rythme veille-sommeil. C'est souvent familial, ce qui fait que souvent le diagnostic est relativement tardif ou moins retardé, puisqu'effectivement la famille ne s'inquiète pas trop, puisque tout le monde est réveillé jusqu'à minuit, donc effectivement avant que ça commence. Là, si vous avez effectivement un vilain petit canard qui est en retard de phase alors que toute sa famille est en avance de phase, là vous allez l'avoir tout de suite, hein, parce que là les gens sont... Mais c'est quand même relativement rare. Là aussi, donc, ce que disait Claude, c'est des gens qui ont probablement une période longue, encore plus longue que les vespéros, donc, et aussi possibilité d'hyposensibilité aux donneurs de temps, et notamment à la lumière, ce qui fait qu'effectivement, même s'ils sont exposés à la lumière le matin, il leur en faudra beaucoup plus que les autres pour pouvoir être recalés. Voilà, où est-ce qu'on trouve ce syndrome de retard de phase hein? Eh bien, effectivement, vous voyez, donc tout de suite, chez les adolescents, hein, donc 18-19 ans, c'est le gros pic. Là, on a quelques dames à 40-49 ans, je ne me le suis jamais expliqué sur cette figure, donc je ne sais pas. Donc, mais, voilà, mais généralement, c'est quelque chose d'une pathologie hein, de l'adolescent et de l'adulte jeune. On l'a beaucoup moins dans les autres pathologies. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sait constater que c'est une pathologie, évidemment, c'est bien, mais trouver une thérapeutique, c'est encore mieux. Par exemple, c'est la seule insomnie, entre parenthèses, d'endormissement qui est aggravée par les hypnotiques. C'est-à-dire que vous donnez un hypnotique pour essayer de faire endormir la personne, non seulement il ne s'endort pas parce qu'il est tellement énervé que ça ne va pas marcher, mais en plus, vu la demi-vie des hypnotiques, la plupart du temps, il arrive encore moins à se lever le matin et c'est la catastrophe. Donc là, ça fait, je ne vous le conseille pas de le tester, mais c'est tout à fait tranquille pour faire le diagnostic différentiel. Alors là, donc, on a mis en place des chronothérapies. Donc les premiers, justement, vous voyez, dès la découverte, dès la description du syndrome, on a trouvé des techniques pour essayer de l'améliorer. Et donc c'est Chuck Czeisler qui a mis ça au point dans les débuts des années 80, et en se disant que c'était pratiquement impossible de les recaler en leur demandant de se réveiller un peu plus tôt, de se coucher un peu plus tôt, de se réveiller un peu plus tôt. Ça marche pratiquement pas, hein, il vaut mieux laisser tomber. Donc c'est encore mentionné, mais bon, moi, en pratique générale, j'ai jamais réussi à recaler quelqu'un dans ce sens-là. Et donc l'idée, c'est au contraire de les décaler dans l'autre sens. Hein, en se disant, puisqu'ils ont une facilité à se décaler vers le soir, on va les décaler de plus en plus et progressivement jusqu'à faire un tour complet et être dans le bon sens. Donc là, ça c'est les Américains, ils hésitent à rien. Et puis alors ça marche hein, effectivement. Donc vous voyez, donc là on a un décalage. Vous voyez on voit bien le. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la... Non, vous la voyez la souris? Non, voilà. Je vais vous la montrer avec mon pointeur ici. Donc on voit bien ici, donc le décalage de phase. Et puis petit à petit, on l'a couché. Alors là, ça dépend des protocoles, 2 heures ou 3 heures plus tard tous les soirs. Et donc on décale. Alors effectivement, c'est assez... Alors, ça a l'air d'être assez efficace. Alors je dis bien ça a l'air parce que bon, moi je l'applique pas du tout. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'appliquent fréquemment, ce décalage dans ce sens-là. C'est beaucoup décrit dans les articles. Les gens qui s'en occupent en clinique l'utilisent relativement peu. D'autant plus qu'à la maison, c'est quasiment impossible de le faire. Donc il faut le faire en hospitalisation. Et en hospitalisation, c'est extrêmement compliqué de faire décaler de 3 heures comme ça les horaires des gens, même dans une unité de sommeil. C'est un petit peu complexe. Mais bon, c'est efficace, hein, donc c'est un peu de l'aïkido médical, on retourne la force du patient contre lui, et puisqu'il sait se décaler, autant on le décale encore plus. Alors, le retard progressif, c'est ce qui marche le mieux, donc on peut rajouter en plus, effectivement, notamment Norman Rosenthal, qui est le gars qui a découvert l'utilité de la lumière dans la dépression saisonnière, donc on rajoute pour augmenter le donneur de temps le matin on peut utiliser la mélatonine le soir, c'est-à-dire que donc on tire le rythme le matin en lui mettant de la lumière, on le pousse en lui donnant de la mélatonine le soir. Et donc il y avait justement ces benzodiazépines courtes. Moi je sais que ça aggrave les choses. Et tout le monde en parle encore, c'est souvent cité. Et en fait j'ai retrouvé l'article qui est un japonais là, qui avait ça en 89. Il avait 2 patients. Des Japonais, alors j'ai rien contre les Japonais, mais effectivement, je ne sais pas si ça marche pareil qu'en Europe, mais donc avec ces 2 patients, et on continue à le citer, ce pauvre garçon, et je n'ai pas trouvé un seul autre article où ils ont réussi à utiliser ce genre de choses. Donc éviter les benzodiazépines, même à demi-vie courte, c'est pas utile dans ce cas-là.
Alors, nous, à Lyon, on a mis au point, avec mon collègue Patrick Lemoine, qui était mon ancien chef de service, une forme de chronothérapie un peu différente. C'est pour ça que je l'appelle 2.0, si on peut dire. Alors, nous, on l'utilise tout le temps. Je ne dis pas que... je ne sais pas s'il y a d'autres qui l'utilisent. Donc, nous, on s'est dit qu'effectivement, décaler comme ça de 3 heures l'endormissement, c'était extrêmement complexe à faire dans l'hôpital. Les infirmières en psychiatrie sont souvent un petit peu résistantes au changement, donc on a évité ce genre de choses. Et puis on s'est dit, c'est pas très didactique avec les adolescents pour leur dire, vous faites n'importe quoi, on va commencer par faire encore plus n'importe quoi. Donc on s'est dit, bon... Effectivement, ils sont très tolérants à la privation de sommeil. Donc, ce qu'on fait, nous, on les fait rentrer en week-end. Donc, ils arrivent le samedi matin et pendant tout le week-end, ils ne dorment pas du tout. Ils ont 36 heures de privation de sommeil. Vous imaginez que le dimanche soir à 23 heures, ils s'écroulent. Il faut même mettre au moins une infirmière ou deux pour les surveiller entre 14 heures et 16 heures parce que là, ils s'endorment. Et à partir de là, donc ils sont bloqués sur 23h, 7h, donc ils se couchent à 23h, ils se lèvent à 7h. Il leur est interdit de toucher le lit, voire même de rentrer dans la chambre entre 7h et 23h. Et donc, dans la première heure, donc, on les expose à la lumière, donc on met une demi-heure à 2500 lux. Donc comme disait Claude tout à l'heure, donc, comme l'exposition est courte, il faut beaucoup plus de lumière, puisque c'est une question de quantité de lumière. On leur donne un petit déjeuner solide, et je vous assure que la lumière, c'est beaucoup plus facile que de les faire petit déjeuner. Je ne sais pas si vous avez des adolescents à la maison, mais alors faire déjeuner un adolescent, c'est pas facile. Alors là, en plus, il faut qu'il soit costaud. 15 minutes d'exercice physique intense. Alors on les colle sur un vélo d'appartement et ils pédalent. Et là, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les surveiller pour qu'ils pédalent. Non, je vous donne les trucs parce que sinon on s'en sort pas. Et puis une douche bien chaude. Donc là, ça prend à peu près 45 minutes. Donc c'est vrai que c'est pas évident parce que souvent, s'ils doivent le faire à la maison, c'est un peu compliqué. Mais à l'hôpital, c'est tout à fait faisable. Et donc à 7h45, ils sont prêts et dispo pour aller passer leur journée sérieusement. Et donc là, dans la matinée, on leur conseille de sortir, de s'exposer à la lumière naturelle et d'avoir des exercices. Dans notre hôpital, on a un centre sportif et donc ils sont très chaudement encouragés à y aller. On leur respecte des horaires de repas précis. Vous imaginez à l'hôpital comme c'est précis, il n'y a pas de problème. Et 2 heures avant le coucher, on fait tout à fait le contraire. On diminue la luminosité. En été, on leur met des lunettes de soleil. Et puis bientôt, j'espère pouvoir avoir les lunettes oranges, là, tout ça, parce que c'est un peu plus joli. On leur donne un repas plus léger. À l'hôpital, ça, vous savez que le repas léger, on peut faire. Il n'y a qu'un problème. Et alors, au contraire, pas d'exercice intense. Donc là, ils doivent être très tranquilles. Pas d'ordinateur, évidemment, puisque la plupart, ils ont droit à l'ordinateur dans l'après-midi. Donc à partir de midi et jusqu'en début de soirée. Et une douche tiède s'ils en ont besoin, mais bon, mais ni froide ni chaude. Donc avec ça, et avec ça, moi j'essaie d'être certain que ça marche, donc on les hospitalise pendant 3 semaines. Alors c'est vrai que c'est long, mais bon, je m'étais basé sur des vieilles études, notamment d'Eve Van Cotter, qui montraient que quand on déplaçait des gens là, entre Chicago et Bruxelles, il leur fallait une bonne vingtaine de jours en moyenne pour avoir leur rythme, notamment, c'était, je ne me rappelle plus, c'était de la prolactine, je pense, qu'il fallait 20 jours à peu près pour les recaler, et encore, c'était des gens qui n'avaient pas de pathologie. Il faut bien se dire qu'effectivement, leur recalage, eux, est beaucoup plus difficile, parce qu'ils sont en retard de phase et qu'ils ont un rythme qui est quand même altéré. Donc, la première semaine, c'est dur. C'est extrêmement dur. Alors là, il faut bien qu'ils soient hospitalisés. Après, c'est un peu mieux. Et dans la 3e semaine, souvent, ils se réveillent à 7 heures de manière spontanée. Pas forcément très, très joyeux, mais de manière spontanée. L'autre condition importante, je trouve, c'est qu'il faut qu'ils aient un projet social à la sortie de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont déscolarisés, donc il faut qu'ils reprennent tout de suite. Il ne faut jamais le faire en début des vacances, où il faut qu'ils aient un stage après, quelque chose qui les pousse à se lever le matin, parce que resynchroniser, je dis, bon, ça demande 3 semaines, c'est un peu long, mais c'est pas très compliqué. Les maintenir synchronisés, c'est beaucoup plus compliqué parce que, alors là aussi, je suis assez sévère là-dessus, ils sont tricards et donc ils se lèvent à 7h du matin tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et le week-end, pendant plusieurs mois. Parfois, je leur dis déjà, dans les 5 prochaines années, tu ne pourras pas te coucher après 7h. Donc là, il vaut mieux commencer large, comme ça, tranquille. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent faire effectivement parfois des soirées avec leurs copains se coucher plus tard, mais ils se lèvent quand même à 7h. Donc, on a remarqué que des fois, 1 ou 2 grasses matinées, ça suffit à bousiller tout le travail de 3 semaines. Donc il faut se méfier. C'est des gens qui ont quand même un rythme très très mou, si on peut dire, qui ont besoin d'être entraînés de manière très très sérieuse. Voilà. Donc ça marche bien. Donc il faudrait voir si d'autres labos le font pour voir si ça marche aussi bien, mais chez nous on est assez contents parce qu'après on les suit quand même pendant plusieurs années et on a des gens qui restent calés, qui reprennent des études de manière assez efficace. Donc voilà, effectivement, donc le décalage du rythme de la mélatonine au niveau plasmatique dans le syndrome de retard de phase avant et après traitement. Hop là. Alors on a inversement un syndrome d'avance de phase qui est plus rare, je dirais. Alors
Plus rares, c'est difficile de voir parce qu'en fait, ils consultent beaucoup moins. C'est des gens qui sont plus âgés en général. Et on va avoir le contraire. C'est l'effet en miroir. C'est des gens qui vont se coucher à 18, 21 heures et qui se lèvent entre 2 heures et 5 heures du matin. Alors, eux aussi, ils ne vous arrivent pas en vous disant j'ai un syndrome d'avance de phase. Ils vous disent docteur, je me réveille à 3 heures du matin. Après, je ne peux plus m'endormir. Et effectivement, là, il faut vraiment se précipiter sur à quelle heure vous vous couchez. Et ils disent oui, je me couche à 21 heures, mais c'est parce que je suis fatigué. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, que tout le décalage s'est fait parce qu'ils ont commencé généralement à se coucher à 21h. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment pathologique, enfin gênant chez des gens qui sont relativement des adultes jeunes, si on peut dire. On a souvent des gens qui font ça au-delà de 65-70 ans, qui ne vont pas vraiment se plaindre, c'est des extrêmes à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors, ils vont se plaindre surtout de somnoler dans la soirée, de s'endormir devant le film, et donc généralement, ce n'est pas forcément une grosse perte, mais bon, donc ils s'en perdent. C'était déjà des sujets matinaux avant. Il faut se méfier, notamment sur les personnes âgées, ça peut être un signe précurseur, si on peut dire, un signe d'alerte dans la dépression. Là aussi, on a quelques cas familiaux. On a d'ailleurs une collègue là, qui est la seule catalane au monde à avoir un syndrome d'avance de phase, et toute la famille là. Je pense qu'ils sont extrêmement marqués là-bas. Elle a dû d'ailleurs migrer à Paris, c'était pas possible, il ne la supportait plus. Donc c'est c'est quelque chose qui est quand même relativement... Moi, je trouve des cas comme ça familiaux, j'en connais pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été publiés. Là, on va faire le contraire. Donc, du coup, on va leur donner, au lieu de leur mettre des rythmes réguliers et de les illuminer dans la matinée, on va les illuminer dans la soirée. Là, les protocoles sont beaucoup moins précis parce que justement, comme je l'ai dit, la consultation est beaucoup plus rare. Et donc, ce que je leur conseille, moi, c'est de dire, vous mettez les lumières à partir de l'heure où d'habitude vous commencez à somnoler. C'est-à-dire qu'ils disent, moi je m'endors, là je commence à cogner des clous à partir de 21h, donc ils mettent la lampe à ce moment-là, et je leur dis d'arrêter une demi-heure avant l'heure à laquelle ils veulent s'endormir, donc qui est l'heure précise. Donc vous voyez, donc, on va voir à côté, hop là. Alors la mélatonine matinale, donc comme disait Claude, tout ce qu'on obtient c'est une somnolence et ça les améliore pas bien, donc on a laissé tomber. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Donc on voit effectivement quelqu'un qui est exposé à la lumière, donc, et on voit nettement quand même que ça recule pas mal son heure de coucher et son heure d'endormissement. Alors là aussi, il n'y a pas trop d'études. Généralement, bon, les patients, je dois suivre 4-5 patients qui ont ça, donc il faut qu'ils gardent la lumière. L'entraînement ne reste pas en place. Dès qu'ils arrêtent la lumière au bout d'une semaine, ils reviennent à leur rythme habituel. Donc bon, c'est pas très compliqué. On peut très bien faire sa luminothérapie tout en regardant la télévision, en ayant des activités tout à fait normales dans la soirée. Là, on a effectivement, par contre, donc les rythmes de mélatonine chez quelqu'un et de cortisol chez quelqu'un qui a une avance de phase. Donc, vous voyez, donc en rouge par rapport au rythme des contrôles. Alors, autre chose qui est encore plus rare, ce qu'on appelait avant le syndrome hypernictéméral, et qui est donc, qu'on appelle maintenant les syndromes non calés sur les 24 heures. Donc ça, c'est un agenda de sommeil que j'ai emprunté à ma collègue Laurence Cocher, qui travaille donc à Lyon, au centre hospitalier Lyon-Sud. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait vrai. On dirait exactement, et même de manière encore plus aggravée, si on peut dire, l'agenda et puis les horaires de sommeil de Michel Siffre dans sa grotte. C'est quelqu'un qui, bien qu'il soit exposé à la lumière normalement, se décale comme s'il n'avait aucune sensibilité à la lumière. Alors ça, c'est extrêmement compliqué à recaler. Généralement, donc, on leur propose des horaires évidemment très réguliers, d'exposition à la lumière intense le matin et éventuellement de la mélatonine le soir. Alors moi j'ai 2 patients qui ont ça, donc c'est relativement rare. Et donc un chez qui ça n'a absolument pas marché, honnêtement, et une qui est absolument bien calée comme ça, avec sa mélatonine le soir et la lumière le matin. Là on doit lancer une étude avec Claude là-dessus, parce qu'on essaie de voir un petit peu quelles sont les caractéristiques qui vont dire s'ils répondent ou s'ils ne répondent pas à la lumière et à la mélatonine. Heureusement, c'est relativement peu fréquent, mais donc c'est un petit peu compliqué à suivre. Alors après, on a les rythmes veille-sommeil irréguliers. Alors ça, par définition, c'est tout et n'importe quoi. Donc c'est des gens qui ont une absence de rythme clairement définie. La grande majorité des cas, c'est des gens... Alors, moi, les quelques-uns que j'ai comme ça, et qui n'ont pas de pathologie sévère, c'est des jeunes adultes qui commencent dans la vie professionnelle et qui veulent garder à la fois les habitudes des étudiants et à la fois les habitudes des gens qui travaillent. Ce qui fait qu'effectivement, ils mettent quelques mois à se rendre compte que ce n'est pas compatible, ces affaires-là, mais bon, pendant ces quelques mois-là, ils font tout n'importe quoi. Et ils nous amènent des agendas complètement délirants en disant « Bon, je ne comprends pas ce qui ne va pas ». Je dis « Vous êtes sûr que vous ne comprenez pas ce qui ne va pas ?»
Voilà, donc voilà, donc là c'est vraiment de l'hygiène du sommeil, c'est des trucs assez classiques à faire. Des éléments persistants, c'est plus rare. On l'a dans les retards mentaux. Moi, j'ai suivi quelques trisomiques 21 qui ont des troubles comme ça de rythme, assez classique, dans les démences. Et on sait maintenant qu'effectivement, c'est presque parallèle, la déstructuration des rythmes biologiques est parallèle à la déstructuration cognitive, notamment dans la maladie d'Alzheimer. Et puis chez certains cérébrolésés, il y a quelques études comme ça, plutôt des case reports, qui montrent effectivement des pertes de rythme chez les cérébrolésés, pas forcément spécifiquement sur la mélatonine ou sur le milieu suprachiasmatique. Donc le travail, ça va être de consolider les rythmes, donc de donner une hygiène du rythme veille-sommeil extrêmement sévère, et donc notamment et de travailler avec de la lumière, notamment dans les démences. Il y a toute une équipe là, donc en Hollande, l'équipe de Van Sommeren qui travaille sur la mélatonine et la luminothérapie chez les Alzheimer, avec des résultats assez impressionnants, qui donnent des améliorations, ou du moins des diminutions du déclin cognitif qui sont pratiquement aussi importants qu'avec les traitements anti-Alzheimer. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Ça c'est après l'hygiène des rythmes. Vous voyez, donc ça, c'est généralement c'est ce qui marche.